Je vais profiter de ce que j'ai à côté de moi, Luc Ferrand, qui est responsable du projet numérique auprès du ministère de la Justice en France, pour lui poser quelques questions. Bon, je vais essayer de ne pas être trop pessimiste non plus. D'abord, justement, j'ai parlé du côté humain. Il y a une chose qui est quand même qui peut nous interroger. On nous dit, vous allez maintenant, voilà, tout le monde dans la blockchain, on va cliquer, on va soumettre son contrat à la blockchain. Est-ce que ce consentement que les parties vont apporter au contrat, est-ce qu'il est réel vraiment dans les deux parties? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a quand même une des parties, voire les deux d'ailleurs, qui ne savent pas très bien à quoi elles s'engagent et qui prévoient, sans savoir la réalité des choses et la réalité juridique notamment, jusqu'où va les amener ce simple clic sur un ordinateur? Merci beaucoup de me donner cette opportunité de dialoguer avec vous. La première chose à laquelle je pense, c'est contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive. Vous avez magistralement décrit la blockchain. J'ai été extrêmement impressionné par les exemples que vous avez donnés qui sont fort expressifs et je trouve parfaitement illustratifs. Donc si on revient au tout premier exemple que vous donnez, je sors de l'aéroport de Bangkok et je monte dans un véhicule Uber. Mon téléphone portable et celui du conducteur vont gérer la relation entre la plateforme Uber, ma banque, le conducteur et moi-même. Et les prestations de services sont des prestations de services instantanées. Il y a un accord sur la chose et son prix. Et là, le consentement est éclairé parce qu'on est sur une relation contractuelle extrêmement simple. En revanche, quand on évoque les cas que vous avez qualifiés vous-même d'extrêmes, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de fondamentalement différent parce qu'on est sur des contrats à exécution successive et que les contrats à exécution successive emportent par nature une part d'aléa. Quand je suis prêteur de deniers ou quand je suis bailleur, je prends le risque de n'être pas payé. Et la blockchain ignore la subtilité de cette relation juridique. Elle peut emporter sanction immédiate, comme vous l'avez dit, parce qu'elle a été pensée comme un mécanisme monétaire. J'aime beaucoup l'image de la place du village où chacun inscrit dans le grand livre ce qu'il accomplit. Et ça renvoie pour moi à une théorie très comparable, qui est celle de la lettre de change. La blockchain renvoie véritablement à cette idée de faire circuler des transactions pour simplifier et dématérialiser dans la vie économique ce qui peut constituer une entrave. La circulation avec des espèces est quelque chose que nous redoutons de plus en plus, notamment lorsque nous voyageons à l'étranger, parce que nous sommes mal à l'aise avec une monnaie qui n'est pas la nôtre, le cas échéant même un alphabet qui n'est pas le nôtre, et avec la valeur de ce que nous avons en portefeuille. Et nous nous sommes tous habitués à la transaction monétaire dématérialisée. Elle est extrêmement confortable. Donc pour la vie des affaires, c'est la même chose, et c'est quelque chose qui dure depuis maintenant 500 ou 600 ans. Au Moyen-Âge, les routes n'étaient pas sûres, et quand on voulait faire du commerce, on déposait une somme à la banque d'origine, on se faisait remettre une lettre de change et on s'en servait de fait comme d'un chèque. Et au fur et à mesure des transactions, chaque nouveau porteur endossait, exactement comme aujourd'hui dans une blockchain, on s'enrôle. Et on voit bien qu'on avait là une suite de contrats à exécution immédiate, une chaîne complexe de contrats ultérieurs, mais toujours des contrats à exécution instantanée. Quand on entre dans le principe du contrat à exécution successive, on entre dans l'aléa et donc on entre dans l'humain. Or, la blockchain, elle, ne connaît absolument pas le comportement irrationnel de l'être humain. Et le professeur Pricero évoque régulièrement avec nous maintenant la question du smart jugement. C'est là aussi le cas poussé à l'extrême. On peut parfaitement imaginer aujourd'hui, comme vous l'avez fait, Madame le professeur, en commentant les suggestions de la Cour de cassation française, un jugement qui emporte, comme vous le soulignez, sa notification immédiate,
Donc dès que le jugement est rendu, il est porté à la connaissance des parties, il comprend un dispositif et la sanction de ce dispositif. On pourrait l'imaginer. Mais là aussi, on est dans une conception totalement abstraite et déshumanisée de ce que c'est que la justice. Autant on connaît déjà des systèmes qui rendent la justice, on va en parler tout à l'heure, à la place de l'être humain, où le juge n'intervient quasiment plus. Il revêt simplement de son autorité quelque chose qui est préparé par un outil. En revanche, l'exécution dépourvue des acteurs de l'exécution me paraît présenter une série de risques absolument démesurés au regard de l'objectif poursuivi et présente le risque intrinsèque de ruiner la qualité de l'exécution. Je vais reprendre l'exemple de Madame le professeur Fricero. Mon jugement emporte condamnation à paiement d'une somme d'argent. À défaut d'acquittement de cette somme dans un délai déterminé par le jugement lui-même, on va dire payer 10 000 bahts dans les 30 jours. À défaut donc de payer cette somme, la blockchain provoque l'immobilisation du véhicule tel que vous l'avez évoqué. Le juge, au moment où il se prononce, connaît la situation pécuniaire du débiteur. Dans mon exemple, le débiteur est impécunieux parce qu'il n'a pas de travail. Dans les 30 jours, il ne peut pas régler, mais il a retrouvé un emploi. Et pour se rendre à son travail, ou pour même mieux encore exécuter ses missions professionnelles, il a besoin de son véhicule. Au bout des 30 jours, il va percevoir son premier salaire. Et donc, si je suis huissier de justice et que j'ai un contact avec ce débiteur, il va m'expliquer qu'il ne peut pas payer dans les 30 jours, mais qu'il pourra payer à l'échéance des 30 jours. Si en revanche je n'ai pas ce dialogue, je confisque le véhicule, mon débiteur ne peut plus travailler, ne sera pas payé, j'aurai certes récupéré le véhicule, mais je sais très bien que je ne pourrai pas le revendre dans de bonnes conditions, car les véhicules ne se revendent pas, nous le savons tous, dans de bonnes conditions. J'ai donc peu de chances de pouvoir éteindre la dette, et en revanche, j'ai rendu le débiteur définitivement insolvable. Et donc c'est en cela que je crois que la question du consentement est essentielle. Non seulement il faut éclairer les deux parties, et ça se confond mal avec les contrats à exécution successive, mais il faut aussi, dans la perspective ultime de lier les décisions de justice à des mécanismes comme celui-là, penser au consentement éclairé du juge et des parties qui vont faire l'objet de la décision de justice. Donc c'est absolument sidéral. Merci. Je sais, ou pas. J'ai encore une autre question, parce que vous avez compris qu'on met un tas d'informations, évidemment, sur cette blockchain et que tous les membres de la blockchain ont accès aux informations. Alors, on pourrait compliquer un petit peu l'explication parce qu'il existe des blockchains privées et des blockchains publiques, mais enfin, en majeure partie, toutes les informations sont accessibles. Alors, il y a quand même, notamment en droit européen, un droit à l'oubli qui a été consacré par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2014, qui est l'arrêt Google Spain, et puis il y a le règlement sur les données personnelles. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité alors avec la blockchain ? Je suis entièrement d'accord avec vous, une fois de plus. Et par ailleurs, votre question montre la très grande cohérence de l'organisation de ces travaux, que les différents sujets s'articulent maintenant entre eux. On commence à cerner que toutes les pièces du puzzle forment et on commence à avoir une image très claire de notre environnement et de nos perspectives. Donc si on réfléchit à la question de la protection des données et spécialement à la protection de la vie privée et plus particulièrement dans l'environnement judiciaire, on comprend bien que la blockchain n'a pas été faite pour ça et ne répond aucunement aux impératifs nouveaux. La blockchain, c'est déjà finalement une conception ancienne. C'est la modernisation d'une théorie bancaire. Ça a été conçu spécialement pour les transactions monétaires et pour les crypto-monnaies. On va en reparler dans un instant. Dans un souci de transparence absolue et de défiance à l'égard des États. Il faut percevoir que c'est quelque chose qui se crée dans le contexte des grands scandales
liées à la détention des fonds par les banques et aux interventions des États dans les mécanismes de garantie bancaire, notamment la crise de l'euro ou la crise de certaines grandes banques internationales. Et donc cette volonté de transparence totale, d'absence totale d'anonymat dans une transaction économique peut se comprendre sur des domaines macroéconomiques, ne s'entend pas en droit, et en droit extrêmement contemporain, puisque c'est notre nouveau droit. Et notre nouveau droit vise justement à protéger les parties faibles. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que dans un contrat qui n'est pas un contrat à exécution instantanée, qui n'est pas un contrat de consommation courante et simple, le mécanisme est-il satisfaisant? Ma réponse est non. Pour ce qui est de la protection des données, ma réponse est également non. Et cela va être, je pense, très fortement sanctionné en cas d'usage abusif, parce que notre nouveau droit positif est justement un droit qui recherche le rééquilibrage par la protection des données entre la partie forte, Google, Amazon, Facebook et les autres, et les parties faibles, c'est-à-dire nous tous, y compris d'ailleurs les États, qui sont extrêmement vulnérables et qui ont besoin de rétablir l'intimité de la vie privée. Pour la justice, le secret du délibéré. Les décisions de justice sont publiques, mais pas leurs motifs, par exemple. Et les conditions de leur exécution relèvent aussi du secret de l'exécution. Et c'est une obligation qui figure noir sur blanc dans vos recommandations, et ces recommandations sont la synthèse des pratiques dominantes. La protection de la partie faible y figure expressément, de même que cette notion d'humanité qui est intrinsèque à la mission du juge, mission de l'huissier de justice, et qui échappe évidemment complètement à la conception de ces théories. Et enfin, parce que comme nous manquons un petit peu de travail à l'Union, je vais vous poser une autre question, parce que l'Union européenne, la Commission et le Parlement sont quand même en phase d'observation aujourd'hui par rapport justement à la blockchain et à toute la législation qu'on pourrait apporter. Évidemment, nous savons que de toute façon, la révolution est en marche et qu'il faudra s'adapter et rentrer dans le cortège. Nous pensons que c'est dans le domaine de la preuve, et c'est tout le sujet, vous l'avez bien compris, de ce congrès, que c'est dans le domaine de la preuve que nous arriverons à soutenir même la blockchain, je crois, parce que peut-être que nous pourrons au contraire justement la faire évoluer grâce à notre action. Et justement, d'après vous, quelle pourrait être l'action d'une organisation comme la nôtre auprès des institutions dans ce sens-là? Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'existant. Donc il va falloir tenir compte de cet existant, mais le rôle d'une organisation internationale de juristes, c'est de mettre en commun des intelligences et des savoir-faire pour mesurer la combinaison des éléments matériels, comme la blockchain, avec l'environnement juridique dans lequel vous êtes acteur et dont vous êtes spécialiste. Donc, ce que j'entrevois, c'est la nécessité de travailler en atelier, en partageant les expériences des techniciens de ces milieux, banquiers, informaticiens, confrontés à l'univers des juristes, pour faire des propositions, notamment articulation de l'utilisation de la blockchain face au règlement général sur la protection des données, intervention de la blockchain dans le droit des contrats. Avec ces deux premiers prismes, on va pouvoir approcher de manière fine et précise quelles sont les règles qui vont gouverner de fait l'usage de la blockchain. La blockchain ne peut pas échapper au droit. Merci infiniment. Pas qu'on soit vraiment rassuré, mais on sait qu'on a une action à mener et ça donne toujours de l'espoir de toute façon. Donc merci beaucoup.